Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Je suis Chloé, je suis nomade depuis 2023, je suis aussi freelance en communication et j'aide les acteurs du voyage dans le développement de leur stratégie de contenu. Dans le podcast Nomadness, on se retrouve chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo à travers un partage de réflexions, des conseils pratiques, une rencontre ou encore la découverte d'une destination. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. J'ai vraiment la conviction que l'ouverture culturelle, ça rend tolérant et que ça, c'est quelque chose qui rend vraiment le monde meilleur. On le voit en plus en ce moment avec la géopolitique, avec plus de tolérance, plus de connaissances, plus de compréhension de la culture de l'autre, on serait peut-être pas là. Et pour moi, le voyage, ça contribue à ça. Donc j'ai envie de partager ça. Hello et bienvenue dans un épisode un peu spécial de Nomadness. Aujourd'hui, contrairement à d'habitude, c'est pas moi qui pose les questions, mais c'est moi qui réponds. Il y a pas longtemps, j'ai été interviewée par le blog Toi Alternatif, qui se consacre au mode de vie alternatif, et donc qui m'ont contactée pour écrire un article sur les façons de se lancer dans un mode de vie nomade. On a parlé donc de mon parcours, de comment j'ai façonné ce mode de vie petit à petit, de mon parcours pro aussi, d'abord en salariat remote, puis en freelance. On a aussi évoqué ma vision du voyage responsable et puis mes projets pour la suite. Vous pouvez retrouver l'article directement dans le premier lien en description. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous partage donc mon échange avec Manon qui a servi de base à la rédaction de cet article. C'est une super opportunité de pouvoir vous la partager dans le podcast parce que ça tombe pile au bon moment puisque ma vie nomade est justement en train d'évoluer. Vous êtes peut-être déjà au courant si vous me suivez sur Instagram, mais je pars bientôt en VIE, donc volontariat international en entreprise, pour m'installer à l'étranger pendant 1 an. Donc je pars en Espagne, à Valence. C'est la première fois depuis que je suis nomade, donc depuis 2 ans et demi, que je vais rester au même endroit, pendant plusieurs mois, donc au moins 12 mois. C'est donc une vraie transition pour moi parce que c'est une semi-sédentarisation. Je vais créer un nouvel ancrage et puis c'est une émigration un peu plus officielle aussi. Donc tout ça, ça va faire, bouger légèrement les lignes du podcast. Donc les thématiques d'ancrage, de création de racines, d'expatriation, on va les creuser pas mal dans les épisodes à venir parce que ça paraît souvent, si ce n'est toujours, chez les personnes qui mènent une vie de voyage. Bref, je vous laisse avec cet échange et j'espère qu'il vous donnera un nouvel éclairage sur qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais et mes projets pour la suite. Allez, bonne écoute. Bienvenue Chloé dans cette interview. Donc moi je me présente, je suis Manon, donc je suis rédactrice web pour le blog Toi Alternatif. En gros sur Toi Alternatif, on parle de mode de vie alternatif, on va parler à la fois de la partie technique, mais aussi on partage des témoignages en fait sur comment se lancer, de personnes qui l'ont fait. Ça peut être des gens qui vivent en tiny house, ça peut être des gens qui sont partis en van, ça peut être des gens qui font des tours du monde en voilier, et cetera. Mais l'idée, c'est vraiment de partager les expériences pour inspirer les lecteurs. Et puis, on a une partie aussi qui est un peu plus technique. Ça va être sur la construction d'un van, par exemple, la construction de son habitat alternatif. Et là, on va avoir plusieurs sections, donc les yourtes, les tiny houses, les vannes et tout autre type d'habitat. C'est parfait. Moi, je n'ai pas d'habitat, donc je sais pas si Oui, mais ça marche aussi. ça marche aussi. OK. Donc, Chloé, est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'a donné envie de quitter ton CDI pour, te lancer dans une vie, plus libre? Oui, alors, moi, je suis très indépendante et donc j'aime bien, l'idée de pouvoir, ajuster ma vie, mon quotidien à mon rythme. Donc de pouvoir choisir mes horaires de travail, de pouvoir choisir, les projets sur lesquels je travaille et puis, en l'occurrence, dans le cadre du CDI, j'étais plus forcément en accord avec la manière, dont on me demandait de travailler. Donc j'ai voulu explorer,
le côté freelancing et j'ai travaillé, en indépendante pendant quelques mois. OK, et donc quel doute ou peur, tu dû dépasser pour franchir ce cap-là? Parce que quand on est en CDI, du coup, on a un cadre, on a aussi le salaire qui tombe tous les mois, donc c'est assez rassurant. Donc quand on se lance en freelance, il y a certaines peurs qu'on doit dépasser. Ouais, moi j'en avais beaucoup. La première c'était celle-là, hein, celle de la sécurité, financière, et du cadre. Après, tout ce qui est organisationnel, gestion de mon quotidien, gestion des projets, relations avec les clients, j'avais pas trop de doutes parce que je suis quelqu'un de très organisé. Mais par contre, vraiment, voilà, le fait de trouver des clients, d'assurer une sécurité financière, je savais que c'était ça qui pouvait être, source d'angoisse et d'instabilité pour moi. Donc c'était ça ma plus grosse peur. Et ce qui m'a permis de la dépasser, c'est de me dire, ben, en fait, si jamais ça marche pas, je pourrais toujours revenir à quelque chose de plus classique, trouver une autre forme, de mission. Et donc ça m'a permis de me lancer, en sachant que j'aurais un filet de sécurité derrière, quoi. D'accord, et donc là, donc tu disais que tu as travaillé donc pendant quelques mois en tant que freelance. Quels sont tes futurs projets, professionnels? Alors là, je commence, d'ici peu un VIE. Donc VIE, pour, celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un volontariat international en entreprise. C'est un programme qui est assez particulier, qui est en lien avec, Business France, qui est une organisation déléguée, de l'État français et qui permet d'envoyer des jeunes de moins de 29 ans travailler à l'étranger dans une entreprise qui est, implantée à la fois en France et à l'étranger, voilà, sur différents types de missions. Tous les jobs sont concernés, tous les types de profils. Moi, je continue à faire ce que je faisais avant, donc du marketing digital. Hem et voilà, je pars pour, 1 an. C'est des programmes qui durent entre 6 mois et 2 ans. Moi, c'est, 1 an, prolongeable, si affinité. D'accord, et quels avantages tu trouves justement dans le VIE, dans ce mode de travail par rapport à un emploi plus classique? Déjà, c'est à l'étranger. Moi, je savais que je voulais pas, être en France, je c'est depuis très longtemps. Je savais que je voulais, m'expatrier, émigrer et le VIE, c'est un, statut qui est particulièrement rassurant pour ça. Parce qu'on est sous la protection de l'État français, on est sous la protection de l'ambassade de France. Il y a pas mal d'aides sur tout ce qui est notamment administratif, assurance, voilà, c'est très encadré. Il y a une indemnité qui tombe tous les mois, qui est une indemnité qui est plutôt confortable, qui est exonérée d'impôts. Fiscalement, on reste rattaché à la France. Administrativement, on reste rattaché à la France. Donc, c'est c'est une expatriation, physique, mais pas forcément administrative. Donc ouais, c'est un peu, on a beaucoup d'avantages et moins d'inconvénients. Et puis, en l'occurrence, moi, j'ai trouvé un poste, qui me motive particulièrement, en tant que responsable marketing. Donc, il y a beaucoup de challenges, et c'était l'opportunité qui a fait que je l'ai accepté. D'accord. Donc là, en fait, l'idée, c'est plutôt de faire une pause dans ton métier de freelance pour vivre une expérience totalement différente à l'étranger. C'est ça, et qui me permettent de m'ancrer aussi physiquement, géographiquement, parce que depuis 2 ans et demi, je bouge, toutes les 4 à 6 semaines, parce que je travaillais complètement en ligne et donc j'étais, nomade. D'abord en tant que salariée et puis ensuite en tant que freelance. Et là, j'avais besoin de cette stabilité, de créer des racines de manière un petit peu plus, durable. Et donc là, me poser 1 an, c'est ce que je voulais de toute façon indépendamment de la mission, VIE. J'avais prévu de me «semi-sédentariser» entre guillemets parce que ce sera pas éternel, ce sera pour, voilà, 1 an, 2 ans, et du coup, c'est le compromis parfait, quoi. Et du coup, là, tu parlais un petit peu donc de ton expérience nomade. Tu bougeais toutes les 4 à 6 semaines tout en travaillant en même temps. Selon toi, du coup, quelles compétences te semblent indispensables pour se lancer, bah, voilà, dans une vie nomade, digital nomade un peu? Ouais, c'est une très bonne question. La première, c'est l'organisation. C'est qu'il faut avoir un cadre, qu'on puisse faire varier en fonction des lieux dans lesquels on est, mais qu'il y ait toujours une base, c'est-à-dire une routine. Par exemple, je prends un exemple concret. Moi, je sais que j'ai des horaires de travail qui bougent pas. Même quand j'étais en freelance, je sais que je travaille le matin parce que le matin, c'est là où je suis productive, et il y a des personnes, ce sera très différent, qui vont travailler le soir, voilà.
Je sais que, du côté perso, j'ai aussi des activités qui sont les mêmes. Donc je vais faire du yoga, par exemple, peu importe le lieu où je me trouve, je peux poser mon tapis, sur une plage, dans un appart, dans un parc, peu importe le pays où je suis. Je sais que je vais, aller danser pour rencontrer des gens, par exemple, c'est un truc qui se fait dans toutes les villes, d'Europe, donc c'est assez facile. Voilà et ça, de le dupliquer, ça me permet d'avoir cet équilibre qui est à la fois pro et perso. D'utiliser après les bons outils, forcément, digitaux, type, tout ce qui est Google Meet, Slack, pour donner confiance au client ou à son employeur, puisque moi j'ai quand même commencé en tant que salariée et hem et je trouve que le salariat, remote, c'est une bonne alternative pour commencer parce qu'il y a ce cadre, professionnel qui est présent même à distance et moi ça m'a aidée et j'aurais probablement jamais envisagé de me lancer là-dedans si j'avais pas eu cette opportunité de job, à distance, qui a fait que je me suis dit: «Ah oui, mais en fait, je pourrais peut-être partir, quoi». Et du coup, durant ton expérience, donc toi, tu collabores principalement avec des acteurs du tourisme. Et donc, comment ton travail, il a pu t'aider à construire un tourisme plus responsable, puisque c'est sur ça que tu es orienté principalement? Oui, moi, j'ai à cœur de montrer, les destinations par mon travail, donc en marketing et aussi en photographie. J'ai une grosse dimension photographique. J'ai à cœur de montrer les destinations comme on ne les voit pas forcément tous les jours, donc un peu hors des sentiers battus, de donner envie de voyager, dans des destinations qui sont peut-être moins connues, de valoriser les patrimoines culturels plus que, juste des lieux emblématiques et entre guillemets «instagrammables». Donc voilà, d'aller un petit peu au-delà de ça. Le tourisme, responsable pour moi, ça il y a 2 grands pans. Le pan, environnemental, donc le fait de voyager notamment bas carbone. J'évite de prendre l'avion, même si, ça m'arrive de le prendre, hein, voilà, c'est faire de son mieux, c'est pas être parfait. Mais voilà, le pan environnemental et le pan éthique qui est mise en valeur des cultures, respect des populations locales et là, bah, pour moi, la première chose à faire, c'est d'aller, connecter avec les gens, d'aller parler avec eux et ensuite de mettre en avant, leur culture, ce qu'elle nous apporte et donner envie aux autres de la découvrir. C'est ça le but de mon travail. J'ai vu aussi donc tu avais participé à un e-book sur le voyage responsable. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bien sûr, c'était un super chouette projet qui a été lancé par Maria Camila du média, Aventure Autrement, que j'ai d'ailleurs reçu sur le podcast et en fait, c'était un projet à 4 freelances. Côté rédaction, il y avait Maria Camila, moi j'ai illustré avec mes photographies. Il y avait aussi une travel planner spécialisée dans le voyage responsable et une illustratrice, donc Yuna et Edwige et le but de ce projet, c'était vraiment de montrer que de voyager plus responsable, c'était possible, que c'était concrètement, qu'il y avait des actions qu'on pouvait mettre en place. Donc c'est un e-book d'une quarantaine de pages avec un condensé de d'actions à mettre en place, de clés, en fait, pour voyager plus responsable. Beaucoup de ressources, des témoignages aussi de personnes, qui ont eu des modes de vie alternatifs, des modes de voyage alternatifs et puis on a ajouté à ça, Yuna, la travel, planner que j'ai aussi interviewée sur le podcast d'ailleurs à l'épisode 6, elle a, conçu un workbook qui est vraiment, comme un outil pratique, en fait, un carnet à remplir pour pas à pas construire, son voyage alternatif et c'est pas forcément un truc, pour partir 6 mois, en tour du monde, hein. Ça peut être pour mes 2 semaines de vacances l'été, bah, je vais peut-être réfléchir à voyager un peu différemment, remettre, la culture locale, les populations, locales au cœur de mon voyage, peut-être y aller en train plutôt qu'en avion et cetera. Une ressource super intéressante que je recommande, et qui est gratuite. Et au moment de ce projet-là, tu avais déjà l'idée du podcast ou ça commençait justement à mûrir? Non, j'ai déjà lancé le podcast parce que le podcast, je l'ai lancé en novembre 2024 et l'e-book est sorti en février, 2025, plus comme ça. Donc, oui, le podcast était déjà bien lancé. J'avais déjà fait une dizaine ou une quinzaine d'épisodes, OK. Et selon toi, quels seraient les premiers pas concrets pour, voilà, voyager plus responsable, voyager autrement? Déjà, envisager le train. Parce que le train, c'est quand même vraiment sous-coté. Non seulement, en fait, c'est plus responsable, mais pour moi, c'est que la partie immergée de l'iceberg, ça. En fait, moi, je trouve que le train, c'est confortable. Si on prend en compte toute la logistique qu'il y a autour de l'avion, c'est pas forcément plus loin de prendre le train. Parce que les aéroports, c'est excentré. Donc, faut aller faire 1 heure de RER pour aller jusqu'à l'aéroport. Quand on arrive aussi en dehors de la ville. Par exemple, moi, j'aime beaucoup travailler dans le train.
C'est un truc où on n'a pas forcément de connexion internet, donc ça permet d'être un peu dans une bulle. Et en fait, dans l'avion, c'est impossible. On passe 2 heures à l'aéroport à passer la sécurité, à être debout, à bouger. En train, on n'a pas tout ce temps-là qui est perdu. On voit les paysages défiler. Donc en fait, ça permet une vraie immersion. On prend le temps de voyager vraiment. Ouais, on reconnecte son rapport au temps. Quand on est en solo, c'est génial pour rencontrer des gens, beaucoup plus le train que l'avion, je trouve aussi. Enfin bref, voilà, le voyage en train, je trouve ça un peu sous-coté. Et puis ensuite, de se dire que il y a pas besoin de voyager à l'autre bout du monde pour faire un vrai voyage. De repenser un peu le voyage lointain, c'est un truc dont on avait parlé aussi, dans un épisode du podcast avec Nicolas Breton, de repenser le voyage, de voyager plus local. Et ouais, voilà, de se reconnecter avec, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment retirer de mon voyage? Si je veux découvrir une nouvelle culture, j'ai peut-être pas besoin, d'aller jusqu'en Chine. Peut-être qu'en fait, juste, si je passe la frontière de la Belgique et ben, je vais découvrir une nouvelle culture alors que j'aurais même pas changé de langue, en fait. Et du coup, quelles idées reçues t'aimerais déconstruire sur le voyage responsable? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées reçues sur le voyage responsable. Ça pourrait être intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Ouais, alors peut-être la première idée reçue qui me vient à l'esprit, elle est pas uniquement liée au voyage responsable, mais elle est sur les nomades. Le fait que les digital nomades ne voyagent pas responsables. Pour moi, ça, c'est une énorme idée reçue que j'ai envie de déconstruire parce qu'on a beaucoup cette image de ce stéréotype du digital nomade qui est à Bali, avec son matcha latte, dans un petit coffee shop un peu hipster et en fait qui prend l'avion tous les week-ends parce qu'il est quelqu'un là tout le temps. Et je pense qu'il y en a, je dis pas le contraire, mais je pense que c'est vraiment pas du tout le monde et qu'il y a beaucoup de manières d'être digital nomade et notamment responsable. J'en ai reçu, sur le podcast, notamment, Jérémy, du blog Nomade sur Rail qui a fait France-Japon, sans avion, donc par la voie terrestre et maritime, en travaillant à côté, donc c'est possible. Ça, pour moi, c'est une des premières idées reçues. Au contraire, le nomadisme laisse du temps pour faire les choses et donc peut permettre de voyager de manière plus responsable. Ensuite, sur le voyage responsable en tant que tel, l'idée reçue que je voudrais déconstruire, c'est que ça coûte cher. Parce que ça coûte pas forcément cher. Il y a des manières de repenser son voyage qui, pour moi, font que le prix va pas forcément grimper. Par exemple, ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le podcast, mais le fait que plutôt de faire un aller-retour en avion, de se dire, bah, je vais faire une boucle en train. Du coup, je vais voir 4 villes au lieu d'une. Et peut-être que je vais aller même moins loin. Mais en fait, j'aurais vu 4 destinations, je vais faire un voyage itinérant. Pareil, plutôt que de dire, moi je vais louer un Airbnb ou une chambre d'hôtel, dans des bars d'immeubles au bord de la plage, ben, en fait, peut-être que je vais aller, faire un volontariat. Peu importe, hein, moi j'en ai fait en auberge de jeunesse, et du coup, en fait, je vais pas forcément contribuer à tout ce qui est crise du logement parce que je vais avoir envisagé une autre manière de me loger. Donc voilà, et ça va me revenir moins cher parce qu'en volontariat, ben, oui, on bosse, quelques heures par jour, mais en même temps, on n'a pas de loyer à payer. Donc ça peut être aussi un moyen de voyager beaucoup moins cher. Mmh. Ah, moi, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis. Je suis, on va dire, digital nomade, mais en véhicule aménagé. J'ai été en van et puis maintenant en berlingot et en tente de toit. Et c'est vrai que j'ai fait les deux, en fait. Moi, j'ai commencé en sac à dos où je voyageais uniquement. Puis après, j'ai fait aussi un petit peu de van, tout ça, où je voyageais uniquement. Et là, comme on est en 100% voyage, on a tendance à bouger souvent, finalement. Et le fait de travailler, ça t'oblige aussi à ralentir. Et moi, je l'ai beaucoup vu. Là, j'ai été beaucoup sur les routes de France. Donc là, je rejoins aussi le fait qu'on peut voyager en allant pas forcément très loin. J'ai commencé en allant très loin, en Amérique. Et puis finalement, ben voilà, je reviens à la France et aujourd'hui, je découvre plein de choses sans partir forcément très loin de chez moi. Et le fait de travailler maintenant en voyageant m'oblige aussi à ralentir le rythme. Et donc, ben, forcément, on consomme moins de tout. Quand on ralentit, qu'on reste posé plus longtemps à un même endroit, on consomme moins d'essence, on dépense moins d'argent aussi, hein, parce que ça coûte, voyager lentement coûte beaucoup moins cher et demande beaucoup moins de ressources. Donc, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Moi, je l'ai beaucoup vécu cette année du coup. Et pourquoi, justement, c'était important pour toi de mettre toutes tes compétences, au service d'un voyage plus responsable, plus respectueux de l'environnement?
J'ai toujours eu à cœur, cet aspect, environnemental. Ensuite, dans mon travail, je travaillais dans le secteur de l'économie circulaire, donc ça a renforcé cette sensibilisation aux enjeux environnementaux, notamment, au carbone, l'impact carbone qu'on a, l'impact des déchets, voilà et cetera. Et à titre personnel, j'ai vraiment la conviction que l'ouverture culturelle, ça, rend tolérant, ça rend ouvert d'esprit et que ça, c'est la tolérance, c'est, quelque chose qui rend vraiment, le monde, meilleur. Il y a beaucoup de voilà, on le voit en plus en ce moment avec la géopolitique, avec plus de tolérance, plus de connaissances, plus de compréhension de la culture de l'autre, on serait peut-être pas là et pour moi, le voyage, ça contribue à ça, donc j'ai envie de partager ça. Et justement, quand on parle de partage, tu as lancé un podcast, donc Nomadness, un podcast qui parle de nomadisme solo. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce média? Alors, moi, quand je me suis lancée, j'ai découvert le nomadisme par des podcasts. Et c'est ça qui m'a fait découvrir ce mode de vie, nomadisme digital, et j'ai consommé ces ressources-là. Ça m'a aidé à me lancer. Mais c'était toujours des podcasts de couples, de personnes qui voyageaient à plusieurs. Et j'ai eu beaucoup ce frein de me dire, ah, mais je suis toute seule, est-ce que je peux vraiment le faire? Est-ce que ça va pas être plus compliqué, logistiquement, en termes de loyer, en termes de charge mentale, en termes de plein de sujets. Et en fait, je l'ai fait et c'est possible de le faire. C'est juste qu'il y a beaucoup moins de ressources. Aussi parce que créer du contenu, ça prend du temps et quand on est deux, bah, c'est peut-être plus facile. Mais il y en a moins, beaucoup moins, sur le web. Donc moi, j'ai envie d'axer sur le nomadisme en solo, et de lever des blocages. Donc, il y a des blocages, sociaux parce que quand on est nomade, on sort des cadres de la société. Voilà, on n'a pas forcément le modèle de, on va se marier, avoir des enfants, acheter un appartement. Moi, je le vis parce que j'ai une petite sœur qui vient d'avoir, un bébé donc voilà, pour ma famille, on est complètement en décalage. C'est assez drôle et ça peut être des vrais blocages. Il y a bien sûr tout ce qui est logistique, de se dire: «Ah, comment je vais trouver mon appartement? Comment je vais arriver à bosser en même temps? Comment je vais trouver un job qui me permette de faire ça ou construire mon job?» Il y a tout ce qui est financier, de dire, «Bah, OK, comment je vais faire pour établir un budget et si je suis dans un pays différent chaque mois, le loyer, ça va pas être le même?» Voilà, comment je vais garder un équilibre dans ma vie quotidienne, arriver à continuer à faire du sport, arriver à voilà. Donc tous ces sujets-là, c'est des sujets qu'on aborde sur le podcast, que moi, je partage mes expériences, mais surtout, j'invite des personnes qui ont des modes de nomadisme très différents, pas forcément digital d'ailleurs, sur le podcast pour les partager, avec les auditeurs et auditrices. Et est-ce que tu as eu des retours, justement d'auditeurs qui t'ont marqué par rapport à, bah, voilà, aux épisodes que tu as partagés? Ouais, j'en ai eu plein. J'ai même fait un mini qui était pas vraiment un épisode, mais un mini, mash-up en fait avec les retours audio de mes auditrices. Je dis auditrices parce qu'à ce moment-là, j'ai eu que des témoignages féminins et ça m'a fait trop chaud au cœur de l'avoir et en particulier, il y a une phrase qui m'a marquée, c'est, «Ton podcast, ça me fait prendre conscience que le nomadisme, ça pouvait être le mode de vie que j'ai envie d'avoir». Et ton podcast, il m'a aidé à comprendre que c'était proche de la vie que je veux avoir. Alors, pas forcément être nomade à 100% toute l'année, mais comme tu disais, avoir un camp de base et avoir la liberté de partir plusieurs semaines ou plusieurs mois au gré de mes envies. C'était fort comme témoignage de dire, bah, en fait, ça a vraiment ouvert des horizons, chez des gens. Mais du coup, tu as inspiré beaucoup de monde à se lancer aussi, des gens qui avaient des peurs, que toi, tu avais pu avoir, mais tu n'avais pas pu rassurer parce que tu avais pas les infos, le contenu, le contenu pour te lancer. C'est ça. Du coup, quel conseil t'aimerais donner à, bah, celles et ceux qui rêvent de se lancer dans un mode de vie nomade, mais qui n'osent pas le faire? Ah ça, c'est drôle parce que c'est une question que je pose à presque tous mes invités sur mon podcast et j'ai remarqué qu'il y avait un conseil, qui revenait tout le temps et qui est aussi le mien, c'est, d'y aller petit à petit, de pas, tout plaquer, on peut le faire, hein, il y a plein de personnes pour qui ça marche très bien. Moi, c'est un truc que j'aurais pu faire parce que je suis quelqu'un d'un peu impulsif, de dire: «Ah, je plaque tout, je pars, à l'autre bout de la planète, je suis digital nomade et tout» et c'est trop cool, mais c'est un mode de vie qui est quand même vraiment particulier avec ses avantages et ses inconvénients. Il y a des personnes à qui ça convient très, très bien. Il y a des personnes qui vont devoir le penser différemment, mais de faire des tests, de se dire moi, j'ai commencé comme ça en disant: «Bah, OK, je vais commencer par un week-end prolongé. Je vais partir, le week-end chez la famille en France, à 1 heure de train, 2 heures de train et je vais travailler, le lundi, mardi aussi».
et puis ensuite de partir une semaine, et puis ensuite de partir, moi j'ai fait l'épisode où j'ai parlé de la progressivité justement, je suis partie 1 mois, en Lettonie. C'était ma première expérience et c'était mon truc, je me suis dit: «OK, je vais tester et si j'aime, après, j'essaierai de l'instaurer comme mode de vie». Mais ça a été hyper progressif et du coup, c'est rassurant parce qu'en fait, on peut toujours revenir en arrière et se dire: «OK, si ça me convient pas, eh ben, on fait autre chose». Ou alors, il y a ce point-là qui a été particulièrement difficile, par exemple, je sais pas moi, la vie sociale. Si je me suis sentie isolée, par exemple, sur mon expérience et ben, de dire: «OK, du coup, peut-être le mois prochain, je vais prendre un co-living», par exemple et donc je vais résoudre ce problème-là et d'identifier les points qui sont des blocages comme ça, et de les solutionner un par un peu la logique de test and learn, en fait, et ben, pour moi, c'est hyper, bénéfique, c'est rassurant et on se lance pas sans filet de sécurité, quoi. OK. Et qu'est-ce que le nomadisme t'a appris sur toi-même? Parce que moi, c'est ce que enfin, dans les différents voyages que j'ai pu faire, c'est que souvent on va pour découvrir plein de choses, découvrir, bah, voilà, une nouvelle culture, un nouvel environnement, un nouveau mode de vie, mais souvent c'est soi-même qu'on se découvre. C'est vrai, moi, je savais que je voulais pas faire ma vie en France depuis longtemps et je suis partie en me disant: «Je sais que je vais pas vivre en France, mais je sais pas où je vais vivre» et cette peur du choix aussi, ça a fait que le nomadisme, c'était pas mal parce que j'avais pas besoin de choisir et en fait, là, 2 ans après, j'ai identifié des critères pour mon cadre de vie, en fait, qui sont indispensables pour moi donc ça va dépendre de chacun, bien sûr, hein. Moi, en l'occurrence, je sais qu'il faut que je suis dans une ville moyenne, donc pas une grosse capitale, pas, un bled au milieu de la campagne. Vraiment une petite ville, mais une ville quand même. Je sais que j'ai besoin de la présence de l'eau, donc pas forcément de la mer, hein, mais juste, un fleuve, dans la ville où je vis, ça va vraiment m'aider. Je sais que j'ai besoin d'être dans une culture où on parle pas français, parce que j'ai besoin de parler plusieurs langues au quotidien. Voilà, ce genre de critères, j'ai identifié bien sûr les cultures qui m'attirent plus, que d'autres et aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine de me dire: «Bah, là, je vais m'installer 1 an». En l'occurrence, je pars à Valence en Espagne, qui est une ville, qui, match tous mes critères. Mais je suis hyper sereine de me dire: «Là, j'ai pas aucun stress de me poser 1 an parce que je sais que je vais être bien». Parce que j'ai appris à identifier ce qui me permettait de créer un environnement qui me permette de m'épanouir et d'être bien, quoi. Mmh. Et du coup, comment t'imagines ta vie dans quelques années si tu poursuis, sur ce chemin-là? C'est une très bonne question, encore une fois. Je pense que moi, j'aimerais bien avoir, ouais, continuer à avoir un mode de vie qui me permet d'être indépendante d'un lieu géographique. Un mode de travail plutôt qui me permet d'être indépendante d'un lieu géographique. Mais je sais que j'aurai une base. J'ai ressenti ce besoin de m'ancrer, là et c'est pour ça que je pars à Valence 1 an et je sais que, voilà, j'aurais besoin d'avoir un peu, mes racines qui soient pas en France parce que, j'ai besoin de créer mes racines qui soient pas, celles de ma famille. Ce sera probablement dans un pays du sud de l'Europe, Espagne, Portugal, Italie et je voudrais pouvoir graviter autour de cette base. Donc l'été, j'aime beaucoup monter dans le nord de l'Europe. Vraiment la Scandinavie et les Baltiques, c'est des pays dans lesquels je me sens particulièrement bien en été et donc pouvoir partir 2-3 mois l'été, revenir, dans ma base, peut-être l'hiver, partir 1 ou 2 mois, plus de soleil, et ben, ce sera un rythme qui me conviendrait pas mal. Ça revient beaucoup, je trouve, chez les nomades, ce besoin de s'ancrer après plusieurs années à bouger régulièrement. À ton avis, enfin, en tout cas selon toi, ça vient de quoi? Je pense que, on a besoin de créer des racines. C'est presque physiologique, en fait, moi, j'ai ressenti ça, c'était trop marrant. J'ai ressenti ça une fois, je faisais du yoga et c'était vraiment pas le jour pour faire du yoga. Il y avait genre du vent comme never, et j'étais fatiguée et tout et j'étais sur la plage, en Espagne, à Cadix et je sais Cadix, c'est ma ville, je le sais. Je sais que j'adorerais me baser là-bas, si je devais choisir une base, ce serait là-bas et j'ai eu ce sentiment pendant ma séance d'être hyper ancrée au point que j'ai rajouté une séance de yoga, d'équilibre, sur un pied, enfin tu sais les trucs sur un pied qu'on voit sur Instagram là. Bah ça, alors qu'il y avait du vent et tout et en fait je me suis sentie ancrée, genre ça venait du sol. Il y a ça, il y a le fait aussi que dans les relations, c'est
Moi, je me sens plus ancrée sur certaines relations que j'ai à distance que sur des relations que j'ai en France, quand là, par exemple, en ce moment, je suis en France, mais je me sens pas, ancrée ici et ce qui manque, c'est plus certaines relations que j'ai à distance. Donc le fait de se dire: «OK, bah, je vais choisir l'endroit où je vais m'ancrer en fonction des relations», bah, je pense que c'est hyper important aussi. Après, j'ai pas la réponse à cette question. En vrai, c'est Non, non, c'était plus pour avoir ton ressenti, ce qu'on entend beaucoup. Moi, j'ai eu le même constat aussi. J'ai bougé pendant plusieurs années et aujourd'hui, je ressens le besoin de m'ancrer quelque part alors que je m'étais toujours dit que non, je passerais ma vie sur la route, enfin voilà, explorer. Mais en fait, non, ce besoin de s'ancrer, il est vraiment hyper important. Moi, ça va être plus, bah voilà, être proche de ma famille. ouais. Il y a une phrase d'Orelsan, moi, que j'aime beaucoup, c'est, enfin, c'est au fond, et je crois que la Terre est ronde pour une seule bonne raison. On a beau faire le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Après, la maison, tu choisis où elle est, mais en fait, c'est quand même super important. Ouais, ouais, c'est vrai, hein, c'est une belle phrase et je trouve que ce qui est très dur, c'est quand tu te sens moi, j'ai vu ça, si tu te sens pas ancré là où est ta famille. Mon ancrage physique, c'est pas là où est ma famille et pourtant mon ancrage, émotionnel, c'est là où est ma famille et du coup, notamment j'ai eu une nièce parce que ma petite sœur a eu un bébé et depuis, je ressens ce besoin de revenir. Alors qu'avant, moins je revenais, mieux je me portais et maintenant je ressens ce besoin de revenir, pas pour l'ancrage physique, mais pour l'ancrage émotionnel. Donc je pense qu'il y a aussi ces 2 dimensions d'ancrage et quand on est nomade ou et ben, d'arriver à trouver le juste milieu entre les 2, c'est pas forcément facile. Mmh. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, quelque chose que tu voudrais rajouter? Juste peut-être, ne pas avoir peur, d'essayer des trucs, d'essayer, voilà, j'en sais rien moi, de partir un week-end, de prolonger, peut-être un week-end pour travailler à distance, de se dire que je vais voyager en train, cette fois-là plutôt qu'en avion, de se dire que je vais tenter un volontariat, voilà. Je pense que tout ce qu'on perd, c'est une expérience. Dans le pire des cas, on en aura appris quelque chose. Encore une fois, on peut toujours, revenir en arrière. Rien n'est définitif si jamais ça se passe pas bien. Et puis, pas hésiter, moi, ma porte est ouverte, enfin ma porte, j'ai pas de porte du coup, mais mais mes messages sont ouverts à toutes les questions, les recommandations. J'adore discuter, avec des personnes, qui, sont preneuses de retour d'expérience, donc pas hésiter à m'envoyer un petit message, sur Instagram, c'est toujours un plaisir. D'accord, et donc du coup, ton Instagram, où est-ce qu'on peut te joindre? L'Instagram du podcast, c'est nomadness-media. OK, bah, merci beaucoup Chloé. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, surtout abonnez-vous et donnez 5 étoiles au podcast. Ça vous prend, 5 secondes à tout casser et ça soutient vraiment mon travail puisque ça donne de la visibilité aux médias. Et puis si vous voulez suivre mes aventures nomades, ça se passe sur mon compte Instagram qui est en description. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. Allez, à très vite!